Bonjour et bienvenue dans Business Africa, je suis Ronald Kato. Au programme cette semaine, l'industrialisation de l'Afrique est-elle en train de stagner? Bien que la production industrielle ait augmenté dans plusieurs pays, la part de l'industrie manufacturière dans le PIB a stagné. Nous faisons la lumière sur la 3e décennie du développement industriel de l'ONU pour l'Afrique. Le Burundi cherche à changer de vitesse, la plus petite économie d'Afrique de l'Est cherche à se diversifier dans l'industrie. Connu pour son café et ses minerais rares, le Burundi souhaite également ajouter de la valeur à ses exportations afin de créer davantage d'emplois dans le pays. Les récentes inondations ont jeté un froid sur la reprise de l'activité industrielle en Afrique du Sud. Selon les autorités, les inondations d'avril ont causé près d'un demi-milliard de dollars de pertes, le cœur industriel du pays étant paralysé. Restez avec nous pour plus de détails. Merci de nous rejoindre. Presque tous les pays africains placent l'industrialisation au centre de leurs plans de développement nationaux. Mais l'Afrique reste la région la moins industrialisée du monde. Seule l'Afrique du Sud se classe dans la catégorie des pays industrialisés. Les Nations Unies ont déclaré la période 2016-2025 troisième décennie du développement industriel de l'Afrique. Mais avec la pandémie, la récession et la guerre en Ukraine, il est à craindre que la fenêtre d'opportunité pour l'Afrique de devenir un centre manufacturier se referme rapidement. Malgré les efforts déployés par les pays au fil des ans pour s'industrialiser, la contribution de l'Afrique à l'industrie manufacturière mondiale reste minime. L'industrie a été présentée comme la clé de la création d'emplois qualifiés, de l'augmentation des recettes d'exportation et du développement durable. Bien qu'ils soient dotés de ressources naturelles, la plupart des pays africains expédient les matières premières car la fabrication nationale est peu développée. En 2019, le PIB industriel de l'Afrique a augmenté de 17% pour atteindre 731 milliards de dollars, la valeur ajoutée de la fabrication ayant progressé de 39% selon la Banque africaine de développement. Mais l'industrialisation de l'Afrique est géographiquement limitée, près de 2/3 de la fabrication à valeur ajoutée ayant lieu dans 5 nations. Les pays exportant beaucoup moins de produits manufacturés qu'ils n'en importent. Pour promouvoir l'industrialisation, les pays africains doivent construire des infrastructures nécessaires, développer les compétences, créer des connexions avec l'agriculture et le secteur minier, mais également se tourner vers la technologie. Il existe également de nombreuses opportunités, la zone de libre-échange continentale étant l'occasion de stimuler le commerce intra-africain de produits transformés et d'investissements dans l'industrie. Alors que la Chine, l'Europe et l'Inde commencent à délocaliser l'industrie légère, les pays peuvent créer les conditions nécessaires pour orienter les investissements vers l'industrie de transformation. Les ambitions de l'Afrique en matière d'industrie manufacturière ont été impactées par la pandémie et la guerre en Ukraine, mais ces deux crises peuvent aussi être considérées comme des occasions de renforcer les capacités locales de transformation afin de réduire la dépendance. Bernardo Calzadilla Sarmiento est le directeur général en charge de la numérisation, de la technologie et de l'agrobusiness de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Merci monsieur d'être avec nous. Quels sont, selon vous, les défis les plus importants pour l'effort d'industrialisation de l'Afrique? À l'ONUDI, nous le voyons du point de vue de l'intégration des chaînes de valeur mondiales. Jusqu'à présent, l'intégration au marché international a été une voie pour l'industrialisation. Mais ce qui est important pour les pays africains, c'est de se tourner vers l'intérieur, vers l'intramarché. Et c'est là le grand défi. Et ce qui les retient, c'est ce regard constant vers l'étranger et le fait de ne pas voir que ce continent a un grand potentiel. Un grand potentiel s'il intègre ses capacités de production. Il y a des compétences, des gens, il y a des matières premières. Certainement, comme nous l'avons entendu ce matin, l'une des grandes lacunes est l'investissement. En parlant d'intégration, la zone de libre-échange continentale est entrée en vigueur il y a plus d'1 an. Quelles sont les possibilités qui s'offrent aux pays pour renforcer leur capacité de production? Un élément important pour que l'investissement se produise est d'avoir cette institution en place. Et cela peut se produire par le biais de l'intégration régionale. Je crois fermement en ce que l'on appelle le principe de subsidiarité. Tout ne doit pas être vu à partir du niveau pancontinental. Nous avons les différents niveaux sous-régionaux. Mais les pays ont également un rôle à jouer. Et au niveau des pays,
Il est très important de créer les conditions en investissant dans les infrastructures, par exemple, dans les zones économiques spéciales. Elles apportent cette possibilité d'investissement dans un secteur donné. Et parmi les secteurs, je crois qu'il y a un énorme potentiel, maintenant que nous assistons à une crise de la sécurité alimentaire, à investir dans l'alimentation, à investir dans le développement agro-industriel, afin que le continent puisse assurer sa propre alimentation. Vous mentionnez les zones économiques spéciales. Depuis quelques années, des pays comme l'Éthiopie s'emploient activement à créer des parcs industriels. Est-ce le bon modèle pour faire de l'Afrique un centre manufacturier? L'ONUDI a identifié les parcs industriels et les zones économiques comme l'un des principaux moyens de mise en œuvre de l'ODD 9, de développement industriel inclusif et durable, car il crée l'écosystème nécessaire. Vous réunissez en un seul endroit l'infrastructure, vous développez les compétences, vous fournissez tous les services au parc industriel. C'est très attractif pour un investisseur. Le cas de l'Éthiopie est un très bon exemple. 100 000 emplois directs créés, 400 000 emplois et des emplois indirects créés. C'est très intéressant pour le gouvernement. Le cas de l'Éthiopie est certainement un peu différent. Ils ont certaines conditions, ils ont cette abondance de main-d'œuvre, ils ont leur situation géographique. Nous croyons donc en ce modèle, mais il n'est pas universel. Nous devons nous adapter aux différentes conditions du pays. Qu'en est-il de la technologie de fabrication? Les pays devraient-ils faire du transfert de technologie une condition pour les investisseurs directs étrangers? Je crois fermement que ce n'est pas la bonne façon de faire. Pas de conditionnalité, car l'investissement apportera la technologie si les conditions sont présentes. Nous avons vu la semaine dernière à l'OMC la rénonciation au brevet pour les vaccins Covid. L'Afrique en bénéficiera-t-elle? La plupart des pays n'ont pas les conditions pour le faire. Je pense donc que si vous avez les bonnes conditions pour en bénéficier et pour attirer les investissements, vous ferez automatiquement venir la technologie. Bernardo Calzadilla Sarmiento, merci d'avoir été avec nous. Aujourd'hui, dans son plan de développement appelé Vision 2025, le Burundi vise à construire une économie compétitive et diversifiée. L'agrotransformation et l'ajout de valeur au café, au coton et aux minéraux sont des éléments clés du plan du pays pour passer à l'industrie légère. La semaine de l'industrialisation a pris place dans la capitale burundaise Bujumbura, visant à mettre en évidence les progrès réalisés par le pays dans la promotion de l'industrie et sa compétitivité dans la zone de libre-échange continentale africaine. L'Afrique de l'Est, désireuse de s'industrialiser, incite le secteur privé à investir, notamment dans l'agro-industrie et l'énergie. Le Burundi continue d'améliorer le climat des affaires, le renforcement du cadre légal et réglementaire pour appuyer le développement du secteur industriel, le renforcement des capacités des agences de contrôle de la qualité, l'augmentation des investissements dans le secteur de l'énergie et dans le secteur du transport. Pour les économistes, le chemin qui mène à l'émergence industrielle reste pour l'heure semé d'embûches. Faustin Ndikumana estime que les autorités doivent investir dans des infrastructures favorables. Au niveau institutionnel aussi, c'est le manque, la faiblesse du soutien du secteur privé par le gouvernement. On assiste à des monopoles, corruption, tout cela limite le développement du secteur privé. Les monopoles, l'instabilité fiscale, l'insécurité fiscale, la politique monétaire inappropriée. Au Burundi, la balance commerciale est négative de façon continuelle. Avec un PIB de 269 $ par habitant, ce pays d'Afrique de l'Est est le plus pauvre du monde selon la Banque mondiale. Le secteur manufacturier sud-africain a connu un solide premier trimestre 2022, jusqu'à ce que des inondations frappent le cœur industriel du pays, le KwaZulu-Natal. L'Agence nationale de statistique indique dans son rapport de juin que la production a chuté de près de 8% en avril, plus de 800 usines ayant été contraintes de suspendre leurs activités.
L'activité manufacturière de l'Afrique du Sud pourrait se diriger vers un résultat faible au deuxième trimestre de l'année après les inondations dévastatrices dans la région industrielle du KwaZulu-Natal. Dans son rapport de juin, l'Agence des statistiques du pays a indiqué que la production manufacturière s'est contractée plus que prévu en avril, reflétant l'impact négatif de graves inondations et de coupures de courant intenses. La production a chuté de 7,8% par rapport à l'année précédente en avril, selon l'agence. Les principales baisses ont été observées dans la production de véhicules à moteur, de pièces et d'accessoires et d'autres équipements de transport. Une usine Toyota a été contrainte de fermer temporairement ses portes en raison d'inondations. L'industrie manufacturière sud-africaine avait connu un premier trimestre remarquable, soutenu par la levée des restrictions liées à la pandémie. Les inondations, qui ont également tué au moins 400 personnes, ont perturbé les opérations du port de Durban, le plus fréquenté d'Afrique subsaharienne. Et c'est ainsi que se termine cette édition. L'information continue sur nos antennes. Je suis Ronald Cato. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Business Africa.